Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le deuxième cours de notre série Conchiliculture. Dans cette vidéo, nous allons étudier les structures qui sont utilisées en conchiliculture, notamment les longlines. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder les aspects suivants. Définition d'une longline, composition d'une longline, type de longline, choix de la longline, étape d'installation d'une longline en mer. Une longline est une structure flottante en mer, composée de cordes, de flotteurs, d'éléments métalliques et de points d'amarrage. Cette technique a été importée d'Asie du Sud-Est en Europe dans les années 80 afin d'occuper d'autres sites en mer. Une longline est composée d'une structure principale et d'un ensemble de structures secondaires. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la structure principale. Nous verrons les structures secondaires dans une autre vidéo. Pour expliquer ce qu'est une longline, rien de tel qu'un petit schéma pour y voir plus clair. Sur cette image, vous voyez le fond marin en bas. En haut, vous avez le niveau de la mer et entre les deux, vous avez la colonne d'eau. En surface, ou bien entre deux eaux, vous allez constater la présence d'une corde principale longue de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres, qu'on appelle la ligne mer. C'est au niveau de cette corde que nous allons installer par la suite les structures secondaires et les flotteurs de suspension. Cette corde doit être tendue et doit rester impérativement entre deux eaux ou en surface en fonction des modèles. Pour ce faire, nous allons rajouter aux extrémités de cette corde des flotteurs, un flotteur à chaque extrémité, qui sont dits flotteurs de tête. Les flotteurs de tête doivent assurer la flottabilité de l'ensemble de la structure principale. Pour maintenir la structure en place et assurer la tension de la ligne mère, nous allons l'amarrer à ses extrémités grâce à des amarres composées de cordes ou de chaînes en fonction des modèles, qui seront reliés à des points d'amarrage au fond marin qu'on appelle des corps morts. Donc voilà à quoi ressemble une longline ou une filière. Si vous êtes en Algérie, vous allez entendre le mot filière chez les conchiliculteurs. C'est le terme qui est utilisé. Mais l'appellation, la première appellation, c'est l'appellation longline. Un schéma explique mieux la structure pour la bonne et simple raison que les photos en fait expliquent moins bien. Parce que quand on prend des photos, on va les prendre à partir d'un bateau ou à partir de la terre et vous allez voir ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est-à-dire une série de flotteurs. Et ça, c'est dans le cas d'une filière semi-flottante ou bien une filière flottante. Et il y a un autre type de filière où on ne voit rien à partir du bateau ou bien de la terre. Au niveau de la ligne mère, nous allons rajouter un ensemble de structures secondaires qui peuvent être soit des pochons, soit des baskets, en fonction de l'espèce qui est ciblée par l'activité. La plupart du temps, ce sont des pochons de moule ou bien des boudins de moule qui sont installés les uns après les autres au niveau de la ligne mère. Et bien sûr, ces pochons vont représenter un poids qui va s'exercer sur la ligne mère. Et pour faire en sorte que la ligne mère ne forme pas un ventre, on va contrebalancer le poids avec un autre type de flotteur qu'on appelle des flotteurs de suspension. En général, ils sont plus petits que les flotteurs de tête et leur rôle est d'assurer la flottabilité du cheptel. On emploie cette technique pour exploiter la colonne d'eau.
Le but de l'activité est de produire des espèces qui sont dites benthiques sessiles. Benthiques, ça veut dire qu'elles occupent le fond marin, et sessiles, ça veut dire qu'elles vivent fixées sur un substrat dur, comme c'est le cas pour la moule, par exemple. Si on doit compter que sur la nature, eh bien la moule va occuper le fond marin. Bien sûr, elle va cohabiter avec d'autres espèces, puisque l'océan ou la mer ne lui appartiennent pas à elle toute seule. Et donc, avec cette méthode, on va pouvoir produire plus de moules que si on laissait faire la nature. Dans une même superficie, si on laisse faire la nature, on va exploiter une surface. Par contre, avec cette méthode, on va exploiter un volume, puisqu'on exploite la colonne d'eau. Imaginez, sur les 20 mètres de profondeur, on peut faire des pochons de 5 mètres, 8 mètres, bon, ça peut être aussi 4 mètres, voire même 1 mètre. Si vous multipliez par le nombre de pochons que vous allez mettre sur une longue line à une distance de un demi-mètre entre chaque pochon, eh bien vous allez voir que la quantité qui est produite est nettement supérieure. De plus, cette méthode permet de protéger le cheptel des éventuels prédateurs. Je parle bien sûr du cas de la moule. Parce que ce qu'on dit un peu moins, c'est que cette technique n'est pas valable seulement pour la moule. La genèse de l'idée est venue avec des espèces comme la moule ou l'huître perlière en Asie du Sud-Est, mais on s'est aperçu que cette méthode peut être utilisée pour un autre type d'espèce. Au niveau de ces structures, on peut rajouter des suspensions d'huîtres, de Saint-Jacques, de pétanque. On peut aussi rajouter des suspensions de, comment ça s'appelle, d'algues. On peut faire de l'algoculture aussi, grâce aux filières. On peut produire des gastéropodes marins, des escargots de mer, de la patelle, de l'ormeau, des échinodermes tels que les oursins, des crustacés tels que les crabes, mais on n'en parle pas parce que le but en fait de la conchiliculture, c'est de produire au plus vite. Celui qui grossit le plus vite, selon la documentation, c'est la moule. C'est ce qu'il y a de plus facile. Les autres nécessitent plus d'entretien, ils ont un coût plus élevé et ne font pas forcément l'objet d'une demande, puisqu'il faut créer le marché. Le plus compliqué, c'est le crabe, parce qu'il faut le nourrir et il consomme beaucoup. Et en plus de ça, il met du temps à grossir. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais si on utilise les baskets d'huîtres pour faire autre chose que de l'huître, ça pourrait révolutionner l'activité. Maintenant, nous allons parler des dimensions des longlines. Bon, en général, on installe ce genre de structure dans des sites qui font en moyenne 20 mètres de profondeur. C'est une moyenne, hein. Ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins, voire beaucoup plus, voire beaucoup moins. La limite serait entre 15 et 40 mètres, un maximum de 40 mètres pour des raisons techniques en plongée sous-marine, et un minimum de 15 mètres pour pouvoir faire des pochons d'une longueur suffisante afin que la filière soit considérée comme rentable. Les pochons de moule doivent faire, selon la littérature, entre 4 et 8 mètres de long. Donc avec la formation du ventre, parce que le ventre, il se forme quand même si on rajoute des flotteurs de suspension, il y aura quand même la formation d'un petit ventre. La ligne mère est rarement tendue comme sur le schéma. Donc, suite à un certain nombre d'études et de calculs qui ont été faits il y a très longtemps, bien avant ma naissance, on s'est mis d'accord sur une moyenne de 20 mètres. Enfin, des scientifiques et des techniciens et des professionnels se sont mis d'accord sur une moyenne de 20 mètres et pour produire des pochons dont la longueur varie entre 4 et 8 mètres. Seulement, produire des pochons, ne serait-ce que de 4 mètres, représente une contrainte au niveau de l'entretien. C'est vrai qu'on va produire plus et qu'on va exploiter cette fameuse colonne d'eau, mais on va devoir soulever la ligne mère puisqu'il y a deux méthodes pour inspecter la ligne mère. Vous avez la plongée sous-marine qui coûte un bras et vous avez, oui, puisque c'est des êtres humains qui vont devoir plonger assez régulièrement, trop régulièrement même, et ils vont devoir vérifier un à un les pochons. Et en apnée ou avec des bouteilles, ce n'est pas évident, ce n'est pas comme ce qu'on pense en théorie. Donc, c'est contraignant. Donc, la méthode la plus simple, c'est de soulever la ligne mère et de travailler à bord d'un bateau. Comme ça, on peut retirer les compétiteurs, les prédateurs, on peut mieux observer les moules,
on a plus de liberté. Bon, ça c'est ma vision à moi puisque je ne plonge pas. Et en tant qu'ingénieur, c'est plus facile pour moi d'inspecter le cheptel à bord d'un bateau qu'en plongée sous-marine. Pas que pour moi d'ailleurs. Enfin, donc j'étais en train de vous parler de la longueur des amarres, qui est tributaire de la longueur, de la profondeur du site. Et avec le temps, l'expérience et la pratique aussi, on s'est aperçu qu'il serait peut-être judicieux de réduire cette profondeur. Bon, bien sûr, sur les sites qui sont déjà exploités, on ne peut pas réduire. C'est la mer, hein, c'est le milieu naturel, on ne va pas réduire le niveau de la mer. Ce que je veux dire par là, c'est beaucoup plus coloniser des sites moins profonds. Cette technique a été créée pour coloniser des sites plus profonds, mais ma vision à moi, enfin mon avis, mon humble avis, est de coloniser des sites moins profonds. Pourquoi? Parce que les contraintes de l'activité, eh bien, elles dépendent de plusieurs paramètres et sont variables en fonction des régions, mais aussi en fonction des pays. Si vous prenez le cas de l'Algérie, par exemple, les sites qui ont 20 mètres de profondeur et qui correspondent à un ensemble interminable de critères pour la conchyliculture, tels que la salubrité, l'accessibilité du site, la proximité du port et toutes ces choses-là, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, contrairement à tout ce qu'on peut penser et imaginer, au lieu de coloniser des sites qui sont plus profonds, avec une colonne d'eau plus profonde de 30 mètres ou 40 mètres, moi, mon idée, c'est tout à fait le contraire. C'est de se rapprocher de la côte et de travailler sur des sites de 10 mètres, 5 mètres de profondeur, en moyenne. En quoi c'est intéressant de travailler dans un site de 5 mètres de profondeur ou bien de 10 mètres de profondeur? Eh bien, premièrement, il y a une économie au niveau des amarres. On va pouvoir travailler avec des longlines un peu moins coûteuses. Deuxièmement, on sera plus proche de la côte. On aura besoin de bateaux moins sophistiqués. Une petite barque peut faire l'affaire. Ça ne pose aucun problème pour le cheptel puisqu'on va changer les structures secondaires. Au lieu d'employer les suspensions habituelles, les pochons, comme beaucoup les appellent, eh bien, on va employer des baskets. Vous les verrez dans le cours qui parle des structures secondaires. Ce sont des paniers dans lesquels, puisqu'ils sont plusieurs, dans lesquels on va installer notre cheptel, que ce soit de la moule, de l'huître, des gastéropodes, des crustacés, des échinodermes. C'est plus approprié. Pourquoi? Parce que ça donne une plus grande facilité aux conchiliculteurs de travailler. Et en plus de ça, le cheptel est protégé. Et en plus de ça, le cheptel est protégé des prédateurs. Je parle un petit peu de l'aspect économique parce que l'aspect technique est souvent suivi de l'aspect économique. Si vous voulez, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que j'essaie de proposer des modèles un peu moins coûteux qui pourraient permettre, qui ne s'adaptent pas au site actuel, je le conçois, mais bon, peut-être que mes idées arriveront chez des personnes compétentes qui feront en sorte que l'activité évolue mieux que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on partage des cours, qu'on partage des avis. Donc, comme je vous le disais, c'est un autre type de site qui pourrait être plus approprié pour la conchiliculture et qui permettrait de mieux produire. Parce que malheureusement, lorsqu'on parle de production conchilicole, on parle plus de quantité que de qualité, voire même de diversité. On parle très peu de diversité. C'est la moule, l'huître maximum, et ça s'arrête là. Alors qu'en fait, la mer, elle a beaucoup plus à offrir et elle offre mieux si on a une production diversifiée et variée, plutôt que si on fait une monoculture et seulement une monoculture. Dans la plupart des références bibliographiques, le bigorneau est vu comme l'ennemi principal de la moule parce qu'il se nourrit de moules. L'oursin, c'est vu comme un ennemi. Mais l'oursin se mange, le bigorneau se mange. Donc c'est de la protéine animale. Pourquoi ne pas les faire cohabiter ensemble? Pourquoi produire uniquement une espèce? Et le fait de vouloir produire de nouvelles espèces fait que la structure va devoir s'adapter à ces espèces-là. Si ce n'est pas nécessaire d'avoir 20 mètres de fond, eh bien, il ne faut pas investir dans 20 mètres de fond. Et si on a 20 mètres de fond, il faut les exploiter au mieux. Donc, pour faire court, dans cette partie du cours, nous avons vu ce qu'était une longline, qu'en quoi elle était composée d'une structure principale et d'un ensemble de structures secondaires.
La structure principale, c'est un ensemble de cordes, de flotteurs et de corps morts. Il y a une ligne mère au bout de laquelle nous retrouvons à ses extrémités des flotteurs de tête. Et les extrémités de la ligne mère sont reliées à des amarres qui sont elles-mêmes reliées à des corps morts. Cet amarrage sert à assurer la tension de la filière et sa mise en place, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir se balader comme elle veut dans la mer et qu'elle ne va pas former une pelote de laine, parce que c'est ce qui arrive lorsque les amarres ne sont pas attachées. Et les flotteurs de tête sont responsables de la flottabilité de cette structure. Au niveau de cette structure, on peut rajouter un ensemble de structures secondaires qui peuvent être utilisées pour la production de moules, la production d'huîtres, mais aussi de gastéropodes, d'échinodermes et même de crustacés. Et donc, je crois que c'est tout. Ah oui, ce genre de structures sont utilisées dans des sites d'en moyenne 20 mètres. Bah, petite remarque sur les 5 mètres, on la verra dans une autre vidéo, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Et dans le prochain cours, puisque c'est déjà trop long, nous sommes déjà à plus de 15 minutes. Donc, dans la prochaine partie du cours, Inch'Allah, nous allons essayer de décortiquer les différents éléments qui composent la longline, ainsi que les différents modèles de longline qui existent. On ne va pas voir tous les modèles, juste 3 d'entre eux. Et on va parler du choix du modèle de la longline en fonction de l'endroit ou de la zone. Et ce que chaque modèle offre. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours en l'occurrence. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, une fois qu'on en aura fini avec ces quelques cours, on reprendra très bientôt, Inch'Allah, les vlogs. À très bientôt, prenez soin de vous.